Alors, je suis Nathanaël Karmitz, je suis président du directoire d'un groupe qui s'appelle MK2, qui fait du cinéma, des salles de cinéma, des films, et aussi des expériences avec des technologies immersives. C'est une entreprise familiale, 100% familiale. Ça a été fondé par mon père, j'y travaille avec mon frère, et on fête notre 46e année. On a un métier un peu particulier, c'est qu'on fait un peu tous les métiers du cinéma. Et nous, ce qu'on envisage, c'est le cinéma comme un, un vecteur de changement. L'idée que le cinéma peut changer la vie à tous les niveaux, dans ce qu'il véhicule, dans les idées qu'il propose, dans les sujets qu'il traite, mais aussi dans les salles de cinéma, dans ce qu'un cinéma amène à une ville, amène à un quartier, amène à la capacité aux gens au vivre ensemble, globalement. Et donc, c'est ces ensembles de ces aspects du cinéma qui peut changer la vie qui nous intéressent. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, et ce qui me pousse à me lever le matin, c'est cette capacité à travailler sur tout ça, et pas avoir un seul métier, mais à pouvoir essayer d'imaginer comment finalement on change le monde, chacun à son petit niveau, mais comment est-ce qu'on peut essayer de changer les choses et faire en sorte qu'on arrive à mieux vivre ensemble, ou faire en sorte que la culture et le cinéma puissent ramener les gens à vivre peut-être un peu mieux ensemble. Alors, il y a plein d'idées reçues, effectivement, c'est que le cinéma n'a jamais été aussi bien. Les gens n'ont jamais été autant au cinéma dans le monde. Alors, c'est parce qu'il y a beaucoup de salles, il y a des pays comme la Chine qui ouvrent plus d'une salle par jour. Néanmoins, en France encore cette année, ça va très bien. Le cinéma fait toujours plus de 200 millions d'entrées, donc les gens continuent à aller au cinéma. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il faut que le cinéma se réinvente. Il faut que les salles soient plus confortables, la technologie évolue, donc il faut que ça soit mieux. Mais ça a toujours été le cas. Et donc, on me parle toute la question Netflix et les autres, on me la pose à peu près tous les jours. C'est des révolutions que le cinéma est habitué à connaître. C'est à peu près tous les 20 ans la même chose. Tous les 20 ans, il y a une révolution de contenant ou de contenu. On est passé du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, il y a eu l'arrivée de la télévision, la VHS, la télé câblée, et aujourd'hui c'est Netflix. Mais Netflix, c'est un peu la version mondialisée de Canal+, il y a 25 ou 30 ans. Mais on est dans une version mondialisée de la Pay TV, avec certes plein de nouvelles choses, mais ça reste un peu ça. Le vrai concurrent de Netflix, c'est la télévision. C'est la télévision qui doit s'inquiéter de Netflix. Le cinéma, lui, il est dans le camp de la sortie. C'est comme le streaming. Certes, ça a tué le CD, ça n'a pas tué la salle de concert, au contraire. Voilà. Et dans les contenants, c'est la même chose. On est passé de la salle foraine à la monosalle, au palais du cinéma, les Egyptian Theater délirants, au complexe, au multiplex. Et là, les multiplex ont 20 ans. Donc, c'est le moment de réinventer l'expérience en salle, la faire autrement, la rendre encore plus sympa. Mais si on fait tout ça, les gens, on voit, répondent très bien et sont très contents d'aller au cinéma. Le principe du lieu de vie est là depuis très longtemps. Notre première salle en 1974 était Place de la Bastille. C'est pas la Place de la Bastille qu'on connaît aujourd'hui, c'était le cinéma des salles porno et de karaté, et le coin était pas génial. Là déjà à l'époque, en gros, on passait des films révolutionnaires boliviens avec une librairie, des débats, etc. Donc cette idée du lieu de vie est inhérente à ce qu'est MK2 et a toujours été là. Donc ça a évolué. Aujourd'hui, c'est les quais de Seine-Quai-de-Loire avec des cafés, c'est les librairies ou les boutiques dans nos salles, c'est les animations avec les saisons culturelles et les conférences qu'on peut proposer dans nos salles. Donc ça prend plein de formes. Le sujet que vous évoquez, c'est l'idée qu'on va ouvrir Place de la Nation au MK2 Nation, un hôtel à partir du mois de mai. Ça rentre dans le cadre d'un autre projet. C'est déjà cet hôtel, il nous a permis de refaire complètement la salle, de détruire la salle, de la refaire complètement, de rajouter 2 salles, de la mettre aux normes handicapées, de la mettre aux dernières normes et de confort et de qualité de projection. Et c'est parce qu'on a pu faire l'hôtel qu'on a pu détruire et reconstruire la salle. Après, effectivement, l'idée de l'hôtel nous intéresse. C'est un vrai hôtel qui va être sur le thème du cinéma. C'est un hôtel qui aura comme élément de base, mais je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui, il faudra revenir au mois de mai, des écrans et un vidéoprojecteur de 3 mètres dans chaque chambre, et plein de surprises à partir de là. Un toit terrasse avec un cinéma en plein air, mais plein de choses, et une programmation MK2. Parce que ce qu'on fait avant tout, et notre métier avant tout, c'est de trouver, sélectionner, choisir des films et les proposer à nos spectateurs. D'où aussi une autre grande différence avec Netflix, c'est que Netflix, c'est la théorie de l'algorithme. Donc c'est l'idée que, en gros,
gros, c'est la théorie de la demande. Nous, c'est l'exact opposé. Si le cinéma, c'est une industrie de prototype, il faut offrir, il faut essayer, il faut sélectionner, il faut proposer. Si on savait tout ce qu'on voulait voir, on est dans cette filter bubble de l'ère d'Internet où on ne voit que ce avec lequel on est d'accord, ce que l'algorithme pense qu'on veut voir, etc. Et la culture, pour nous, c'est l'exact opposé de tout ça. C'est être curieux, découvrir des choses, découvrir les autres, s'aventurer dans des territoires qu'on n'aurait pas imaginés. Mais c'est l'inverse de cette filter bubble et de l'algorithme. Alors, c'est un truc que j'ai toujours entendu. J'ai toujours entendu, il n'y a pas de place pour les nouveaux talents, ce qui est fait en ce moment est nul, le cinéma est trop cher. Généralement, c'est des trucs que j'entends, en tout cas depuis que je suis né dans ce métier, donc je les entends depuis que je suis né. C'est toujours vrai et pas vrai. Des nouveaux talents, si on a un par an, c'est déjà génial. Toutes les générations ont ces mêmes problématiques, et puis il y a des trous de génération. En ce moment même, on a fait la couverture de 3 couleurs avec un jeune réalisateur qui n'a fait que 3 ou 4 courts-métrages, qui s'appelle Alexis Langlois, qui a gagné avec son court-métrage à Bordeaux, qui est présenté au MK de Beaubourg, qui fait le plein tous les jours, qui va déjà être sur une deuxième salle, etc. Lajli, Mati Diop cette année. Nous à Cannes, on avait au festival, on avait 4 premiers films. Donc la question, c'est pas de nouveaux talents par rapport à quoi, etc. Est-ce qu'il faut toujours continuer à se comparer à Truffaut et Godard? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on mesure le nouveau talent à des prix dans les festivals ou au nombre d'entrées? Et dans les deux cas, tous les ans, il y a des contre-exemples qui viennent très exactement contredire. Et sur l'ensemble des points de métier, hein, que ce soit en tant que réalisateur, producteur, etc., le fait qu'il y a des nouveaux talents qui émergent. En tout cas, les années en ce moment, on peut dire qu'il n'y en a jamais eu autant. Il y a aussi toujours un truc, c'est parce qu'en fait, la question sous-jacente de ça, c'est de dire, en fait, on ne peut pas être n'importe qui et venir et rentrer dans le cinéma. Le cinéma, c'est un monde fermé et finalement, c'est un truc entre vous, etc. Ça, c'est assez vrai. Ça a été assez vrai pendant longtemps. Il y avait le parcours, la Fémis, petit milieu, etc. Mais aujourd'hui, Internet, justement, a tout changé. À la limite, Lajli, Courtrajmé sont un peu l'exemple, mais d'il y a déjà 20 ans, que tout ça peut être fait complètement autrement. Aujourd'hui, vous le faites vous-même, il n'y a rien de plus facile que de faire des images, de les mettre en ligne, même de les faire connaître. Donc ça n'a jamais été aussi facile, ni de faire des images, ni de les faire connaître, ni d'avoir accès au plus large public. Donc certes, la télévision, le cinéma, etc., c'est des mondes fermés parce que tout le monde veut le faire, et en même temps, ça n'a jamais été aussi facile de le contourner. Donc le talent méconnu que le métier ne veut pas reconnaître, celui-là, je ne le connais pas, et ça, je pense que ça n'existe pas. Par contre, il y a 1000 voix aujourd'hui, il n'y en a jamais eu autant pour y arriver et se faire repérer. Donc, si ceux qui veulent faire du cinéma, prenez vos caméras et faites des films. Bon, je pense que, en tout cas, ma rencontre avec dans le cinéma la plus marquante, relation de travail la plus marquante pour moi, ça reste Xavier Dolan, puisqu'on a fait quand même les 10 dernières années, en gros, de chemin ensemble. On s'est rencontrés sur son deuxième film, qui était Les Amours imaginaires, de manière un peu cocasse, et pas forcément d'abord en tombant dans les bras et en étant justement sur cette grande reconnaissance. La rencontre avec lui se fait parce que j'ai un de mes collègues qui est au Canada. On est en train de préparer un film alors que lui est en train de monter dans la salle d'à côté. Il m'appelle en me disant il y a un jeune mec là qui a l'air de faire un truc intéressant. Je reçois son film, je le regarde et je suis d'abord très très agacé parce que je trouve le film avec plein d'artifices, plein de trucs en trop, etc. Et donc je rappelle le lendemain en disant écoute voilà il y a tout ça qui je trouve ça pas super, donc je sais pas trop, etc. Et on lui passe les commentaires et 24 heures après je reçois le film corrigé de l'ensemble des commentaires. Et ça, généralement, c'est un signe très rare. C'est que c'est pareil, c'est que comme les talents méconnus, généralement, ne sont pas perdus dans les limbes quelque part, généralement, les grands talents écoutent aussi beaucoup ce qui se passe autour d'eux. Et donc, déjà très jeune, il avait ce grand talent et cette grande capacité d'absorber, en fait, tout ce qui se passe autour de lui, que ce soit la société, les avis ou les influences. Et donc, à partir de ce moment-là, cette histoire a démarré. À mon avis, tout le monde doit vous dire, je ne sais pas si tout le monde vous dit ça, mais je pense que ça reste un point commun à toutes les aventures d'entrepreneuriat, c'est la persévérance.
Ça passe par des hauts et des bas, rien n'est facile. Tout ce qu'on imagine être facile s'avère compliqué. L'imprévu est quand même au coin de chaque bout de chemin. Donc la persévérance est quand même un élément clé de l'entrepreneuriat et généralement de la réussite, parce que l'autre grand élément, c'est savoir absorber les échecs. Il y a toujours une phase d'échec dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir en tirer le meilleur et pas se laisser abattre avec ça. Une fois qu'on a dit ça, après moi je crois beaucoup à l'idée que le savoir vient de l'expérience, et donc c'est le temps qui fait qu'on devient meilleur. Mais le sujet, c'est voilà, continuer. Et je pense aujourd'hui, c'est aussi beaucoup et surtout savoir pourquoi on le fait, et toujours avoir le sens de pourquoi on le fait. Peu importe la raison, mais il faut savoir pourquoi on fait les choses. Bon, moi, à ce moment-là, je vais vous faire un truc un peu tarte à la crème et évident, mais c'est la seule personne que, dans le contexte des questions que vous me posez, et dans l'endroit où on est, je peux remercier, c'est mon père. On est une vraie entreprise familiale, et à la différence de plein d'entreprises familiales, lui, il a une immense qualité, en tout cas quand on est son enfant, c'est que la transmission est une vraie valeur chez lui. C'était pas un truc d'entrepreneur généralement un peu égoïste qui dit oui, je voudrais que mes enfants prennent la suite, qui en fait lâche jamais l'affaire. Lui, la transmission a été au cœur de son projet d'entreprise. MK2 est là pour transmettre les films de génération en génération. On est très intéressé à l'éducation à l'image, etc. Donc, la transmission est dans l'ADN de cette entreprise et dans notre ADN familial. C'est mon père, depuis le début, pas dans un truc programmé, m'a toujours laissé totalement libre de tous mes choix, mais m'a aussi la porte totalement ouverte à la transmission de cette entreprise. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a que lui que je peux remercier, parce qu'il a inventé cette sublime boîte qui me permet aujourd'hui d'avoir cette immense liberté, et tout en m'ayant laissé la liberté et la possibilité de le faire, et tout en ayant été présent et en m'ayant transmis l'ensemble de ces valeurs qui font l'homme que je suis et l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Le seul blocage, c'est le fait de le faire, le fait de passer à l'acte. C'est ça le plus compliqué. L'idée, tout le monde a des idées. La différence, c'est celui qui va essayer de la mettre en œuvre. C'est dur, mais c'est ça le passage qu'il faut faire. Et je vois beaucoup de jeunes gens, d'étudiants, etc., qui arrivent à ce petit moment de désespoir face à leur projet, avec l'idée qu'ils sont rejetés, on veut pas d'eux, alors que la seule ressource, elle est très égoïste, mais elle est forcément en eux, et c'est forcément à eux d'ouvrir les portes et de casser les codes si les codes ne sont pas adaptés à leur projet. Donc, le seul conseil que j'ai généralement, c'est faire. Faut juste faire. Aujourd'hui, la chose qui nous fait le plus travailler, c'est pas, en tout cas qui me fait le plus réfléchir, c'est l'idée que on vit une société abrutissante avec Internet, en tout cas qu'on est en train de dévoyer ce sublime outil qu'est Internet, et qui, au lieu de rapprocher les gens, est plutôt en train de les éloigner. Et que du coup, dans ce monde bizarre qui se prépare, où les sujets environnementaux et de vivre ensemble sont au cœur je pense, de nos préoccupations, en tout cas d'un grand nombre d'entre nous. La question, c'est comment on arrête cette société qui veut juste donner du pain et des jeux, en gros, et occuper les gens à autre chose, et plutôt essayer de redonner du sens, et comment on transmet une autre forme, en tout cas, d'éducation et d'élévation collective dans cette société. Donc, on réfléchit beaucoup à comment donner du sens et comment transmettre le sens, et comment est-ce qu'on va pouvoir créer un mouvement collectif autour de cette idée du sens. Donc, il y aura on prépare quelques initiatives pour septembre prochain. Voilà, on en reparlera aussi à ce moment-là.